Salut tout le monde. Alors, imaginez un instant que vous ne connaissiez rien à Game of Thrones. Imaginez maintenant que je vous mets devant un épisode random en plein milieu d'une saison. Comment vous vous sentez? C'est le bordel. On ne comprend rien. Je ne connais pas les personnages, c'est qui ce nain au milieu de tout ça, là, pourquoi est-ce qu'ils sont tous tout nus, pourquoi est-ce qu'ils meurent à la fin. Et c'est d'autant plus frustrant qu'en fait, la plupart de tes potes, eux, ils passent un super moment. Ben, vous savez quoi? Le web, c'est pareil. On arrive un petit peu, tous, vous et moi, au milieu d'une histoire qui est déjà pas mal vécue. Et il y a très très peu de personnes qui sont capables d'en apprécier toute la beauté et tout ce qui s'est passé là. Donc, bienvenue dans la merveilleuse histoire du web. Attachez vos ceintures et c'est parti. La vidéo ne dure pas 20 minutes, donc je parle quand même, je crois dessus. Des effets spéciaux. Désolé, c'est un peu, je voulais arriver au bon moment, vous savez, où il descend sur la planète. C'est un peu. Ouais, puis on va s'arrêter là parce que ça va passer trop de temps. On est en 1925, on est au PN Labs. Les PN Labs, c'est quoi? C'est juste le plus gros labo d'innovation du XXe siècle. Ils ont 30 000 brevets à leur actif et ils ont été à l'origine de certaines des plus grandes inventions du XXe siècle. Le transistor, le laser, le satellite, le capteur solaire, la téléphonie cellulaire et ce genre de petits trucs. Il y a un gars qui les rejoint en 1966, il s'appelle Ken Thompson, et il va créer deux choses principalement là-bas, dans ses 3 premières années. Il va créer Unix en assembleur sur un PDP-7, cette bête de course que vous voyez avec une fréquence en dessous du MHz. Et il va essayer aussi de créer un langage qui s'appelle le B, issu de BCPL. Deux potes à lui, Dennis Ritchie et Brian Kernighan, vont décider d'ajouter des trucs au P, notamment le typage de la donnée, et vu qu'ils sont hyper inspirés par le monde, ils vont appeler ça. Putain, vous êtes géniaux, vous connaissez déjà tout. Ah oui, 1957. 1957, il y a Sputnik qui arrive dans le ciel. Sputnik, c'est les Russes qui lancent le premier satellite en orbite. Les Américains, scandalisés, meurtris, on est dans un climat de post-seconde guerre mondiale, début de guerre froide. Il ne faut absolument pas qu'ils se laissent dominer. Donc, ils vont créer en urgence un laboratoire de défense qui va s'appeler le CARPA. Parmi les sujets sur lesquels ils vont bosser, la notion de réseau informatique. Pourquoi? Parce qu'en 1957, un ordinateur, c'est juste une putain de calculette. D'accord? La notion de réseau informatique n'existe pas. Et en 1969, les universités qui se sont emparées du sujet vont créer un IMP pour Interface Message Processor. Ce truc à droite, qui ressemble à un frigo, c'est votre premier routeur. C'est votre Freebox, quoi. Vous n'avez pas le CPP à l'époque. Mais en 1969, ils en installent un à UCLA et un autre à Stanford. Et ils vont faire la première communication entre deux ordinateurs. Alors, pour la petite anecdote, le premier message jamais envoyé, c'était login, et ça a craché au bout de 2 lettres. Donc, le premier message jamais envoyé sur ce qui devient Internet, c'est l'eau. C'est cool, c'est les initiales. L'année suivante, on va commencer à connecter quelques autres nœuds, on va inventer des moyens de communiquer entre des machines, alors des moyens très sommaires, tels que l'email. Et puis, comme à chaque fois qu'on crée un nouveau concept dans l'industrie, plusieurs industriels vont proposer leurs réponses. Donc, il y en a qui vont créer CSNet, SATNet, Mininet, NSFNet, et toute une typologie de réseaux. D'ailleurs, le nom Internet, il vient de là. Parce que l'idée, c'était plutôt que d'avoir un seul réseau pour tout, ce serait d'être capable d'aller utiliser plusieurs réseaux et puis faire la traduction entre ces réseaux, de faire de l'inter-networking. Internet.
En 75, j'étais trop content d'avoir trouvé cette photo. En 75, on a cette espèce de ruée vers l'or des constructeurs de microélectronique. Tout le monde qui faisait du hardware s'est dit je veux bâtir un microcomputer et ça va être un killer, un truc killer. Ce qui ne réalise pas tout de suite, alors il y a plein de boîtes qu'on ne connaît plus, Apollo, Commodore et d'autres. Chacun build ses trucs, mais ces gens-là ils viennent du monde du hardware. Et ils ne comprennent pas que finalement, là où tout va se jouer, ce ne sera pas forcément au niveau du hardware, mais bien plus au niveau du software. Il y en a un qui l'a compris, il s'appelle Bill Gates. Et du haut de ses 20 ans, en 75, il va monter une boîte qui va être son éditeur logiciel, qui va appeler Microcomputer Software, qui reviendra plus tard en Microsoft. Et en 75, il va faire une démo d'un interpréteur basique sur un Altair 8800. Et 5 ans plus tard, il signera ce qui sera connu comme le contrat du siècle avec IBM, puisqu'il signera la création de leur OS pour le premier IBM PC, et l'OS sera MS. On commence aussi à avoir un petit peu d'innovation côté entreprise. Donc, on a les microcomputers qui vont aller sur le consumer market. En entreprise, on avait les mainframes, c'est une espèce de super serveurs dans des grosses salles refroidies. Mais on commence à avoir des réseaux d'entreprise qui se forment. Donc, c'est plus des micro-réseaux, des choses sur lesquelles on va pouvoir communiquer sur des sockets entre les clients et les serveurs. Et on a ce qu'on appelle la workstation. La workstation, qu'est-ce que c'est? C'est un microcomputer, un petit peu plus, qui est fait pour être connecté en réseau et qui est fait pour avoir des logiciels fonctionnant pour l'entreprise. Il y en a un qui s'y intéresse particulièrement, il s'appelle Andy Berchtolsheim, évidemment il n'y a pas de nom facile, que ce soit plus compliqué pour moi. Et pendant qu'il était étudiant à Stanford, il a buildé une workstation avec un CPU Motorola 68000, 10 MHz, une belle de course pour l'époque, magnifique. Et en fait, en 80, en sortant de l'université, il va se mettre deux potes à lui et ils vont monter une petite boîte qui va s'appeler Sun Microsystems. Sun pour Stanford University Network. Je dis petite boîte, mais en réalité Sun va très très rapidement s'imposer comme le géant du hardware. D'abord sur le marché de la workstation, puis après il rachète une IBM sur le marché du storage et du serveur. Dans les années 80, on commence à connecter des ordinateurs. Alors c'est principalement des réseaux d'universités, des centres de recherche. Et on arrive jusqu'en 1989, à des choses que vous allez peut-être un petit peu plus connaître. En 1989, qu'est-ce qu'on a comme moyen de communiquer entre deux ordinateurs? En fait, c'est assez sommaire. On a l'email, ça permet de donner de l'information textuelle en one-to-one, one-to-n. On a les newsgroups, cette espèce d'ancêtre du forum, on va souscrire à des topics et suivre des fils d'actualité. Et puis après, on a tout ce qui est dans un IRC ou des canaux avec des protocoles un petit peu spéciaux pour échanger du messaging principalement textuel. Si vous êtes scientifique en 1989, comme Tim Berners-Lee, vous êtes un peu frustré de ces moyens d'échange d'infos. Le rêve de ce mec, c'était quoi? C'était de dire, moi j'aimerais créer un moyen simple pour les scientifiques de partager leurs publications. Alors une publication scientifique, c'est quoi? C'est du texte, mais pas que, c'est des images, peut-être du contenu multimédia, ce genre de choses. Son rêve, c'était qu'une publication scientifique puisse être accessible de n'importe où dans le monde. Son deuxième rêve, c'est qu'il disait, nous, à chaque fois qu'on publie quelque chose, on s'appuie sur d'autres écrits, on s'appuie sur d'autres publications. Donc en fait, il imaginait cette espèce de toile de connaissances qui se tisserait et qui allait lier les contenus entre eux. Il va inventer l'HTML. Il va inventer le protocole HTTP et il va implémenter le premier navigateur web pour un système Next qui va s'appeler World Wide Web. Next, c'est la boîte qui a dirigé Steve Jobs quand il s'est fait virer d'Apple, mais c'était surtout utilisé dans la recherche, pas beaucoup dans le grand public. Il est rejoint par Robert Caillot et en réalité, pendant 3 ans, c'est principalement ces deux-là qui vont développer le web. Mais ça ne sort pas vraiment de la côté recherche scientifique, etc. Tout ça, ça change avec Marc Andreessen. Ce mec, il est payé au SMIC par le NCSA et en dehors de ses études, le soir, il code un truc. Ce truc-là, ça s'appelle Mosaic. Mosaic, vous le voyez à droite, c'est le premier navigateur grand public. Et il se passe un truc de fou parce qu'il le diffuse à 10 potes et en quelques mois, ils ont 1 million d'utilisateurs. Qu'est-ce qui s'est passé?
Quand vous êtes une entreprise qui veut faire de la vente par correspondance ou à distance en 93, comment vous faites? On prend le téléphone et puis on va appeler les gens sur l'annuaire. C'est comme ça qu'on prospecte. Ou alors c'est la redoute. Vous allez utiliser un catalogue, vous allez avoir des inscriptions et peut-être des points de vente physiques. Là, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, vous avez une porte directe qui s'ouvre entre une personne et entre une entreprise. Vous êtes capable de toucher n'importe quelle personne au monde qui a un ordinateur et un navigateur de façon directe. Et ça, les entreprises, dès qu'elles le comprennent, c'est le début du web. C'est ça qui a vraiment fait péter l'étincelle, où tout le monde a commencé l'arrivée vers l'or, l'arrivée vers les noms de domaine, et commencé effectivement à dynamiser l'HTML et de faire des grosses moulinettes en C++ qui allaient pondre du code. C'était immonde. Et Amazon.com, c'est ça, hein, quelque part. Alors derrière, on a un serial entrepreneur qui s'appelle Jim Clark, qui est un des founders de Silicon Graphics, qui prend l'avion, qui débarque à l'université d'Illinois, à Andresen, et il dit ok, je te mets 3 millions sur la table, et toi avec tous tes petits potes qui ont laissé sur le truc, vous venez, on monte une boîte. Et ils vont créer une entreprise qui va s'appeler Mosaic Communications Corporation. NCSA n'était pas trop d'accord avec ce nom-là, du coup ils leur ont dit les gars, vous allez trouver autre chose. Et pendant ce temps, ce projet-là, il va prendre un nom de code. Son nom de code, c'est Mozilla. Mozilla pour Mosaic et Godzilla, parce qu'ils avaient bouffé Mosaic. En fait. Et puis derrière, ils vont trouver leur nom. En 1994, ils lancent Netscape Communications Corporation. Et là, il se passe un truc de malade. En quelques mois, ils passent de 0 à 65 millions d'utilisateurs. En 1994, jamais personne dans l'histoire de l'humanité, dans peu importe quel champ de ce que vous voulez, n'avait atteint de 0 en 65 millions d'utilisateurs en quelques mois. Ils ont une traction de marché qui était juste inégalée dans l'histoire. Ils ne faisaient pas 1 euro, 3 millions. Mais là, cette fois, il y a Microsoft qui se réveille, qui se retourne et qui dit oh putain, on va peut-être couper un petit truc là. Et effectivement, ça va être un petit peu le grand coma, à tel point que Bill Gates en même a envoyé un mail à tout le top management en disant bon, il y a eu 2 inventions importantes au XXe siècle. Il y a eu l'ordinateur et l'Internet. Il ne faut pas qu'on se loupe au deuxième. Bon, il n'y a qu'un problème, c'est qu'ils ont un an et demi de retard. Mais du coup, Netscape, dès qu'ils voient que Microsoft va essayer de la battre, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont hyper smart. Les mecs, ils ne font pas 1 euro de chiffre d'affaires, mais ils vont faire une entrée en bourse. Et ce jour-là, il se passe un autre truc de dingue, c'est que tout le monde les suit. C'est-à-dire que Netscape, ce jour-là, tous les associés sont devenus multimillionnaires et milliardaires, mais c'est surtout que Netscape a été identifié comme le pionnier du web. Ils vont commencer à créer un petit business model. Le business model, il est simple. Ils font une suite logicielle avec un navigateur et 65 millions d'usagers. Là, il faut qu'ils commencent à payer pour l'utiliser. Alors, il y a des moyens. Hein. Vous allez voir les constructeurs type Compaq et tout, et vous leur dites, quand vous vendez votre truc sous Windows, installez notre truc et on vous vend les licences en masse. Ou alors, vous allez trouver des disquettes que vous allez vendre directement à vos consommateurs. Ça va pour l'instant? Je vous ai pas tué? Cool. Alors derrière, évidemment, Netscape, ils ont été très très forts en innovation. C'est-à-dire que ils ont compris qu'on avait besoin, que les entreprises avaient besoin de plus d'outils que juste l'HTML. Donc ils ont créé les cookies pour faire un petit peu de persistance côté client. Derrière, Microsoft, qu'est-ce qu'il fait? Boum, reverse engineering. Et puis, ils essayaient aussi de commencer à créer une espèce de stack de logiciels qu'ils pourraient vendre. Notamment, en fait, H qui bossait sur un langage de scripting côté serveur, appelé LiveScript. Et puis, il y a Java qui sort au milieu 95. Et puis, Netscape et Sun Microsystems commencent à se dire, l'HTML, c'est quand même un peu limité. Ils vont voir Brendan et lui disent, ok mec, t'as 3 semaines pour me mettre ton truc dans le client. Super. Et le 5 décembre 1995, Sun Microsystems et Netscape annoncent la sortie de JavaScript. Et JavaScript, le pitch marketing, c'est que c'est le complément de Java dans le navigateur. Gros bullshit marketing, on est bien d'accord, mais c'est pour ça que ça a été renommé comme ça. Alors Microsoft, qu'est-ce qu'il fait derrière? Arrive reverse engineering, JScript qui sort avec Internet Explorer 3.0. Alors du coup, Netscape, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont tout de suite aller toquer auprès d'une fondation de standardisation qui s'appelle la fondation ECMA. Et ils vont créer l'ECMA 262, qui restera sous le nom de ECMAScript.
décembre 1995. Bill Gates organise une conférence de presse dans laquelle il dit que Microsoft va aider à façonner le web. En gros, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire Netscape, we're coming for you. Et à partir de là, en fait, il va se passer un truc, c'est que Microsoft va concentrer tous ses efforts, même s'il faut taper en dessous de la ceinture pour détruire Netscape. Nous interrompons ce programme pour vous faire un petit peu de pub. Je m'appelle Loïc, moi je m'occupe de la direction technique de Job Maps et je sais que vous êtes tous au courant que Google Maps change ses pricing et il faut absolument que vous veniez chez nous, on est super et en plus on kiffe ce qu'on fait. Le 7 décembre 1995. Bref, ce qui s'ensuit, c'est qu'en fait, Microsoft vont chercher par tous les moyens à défoncer Netscape. Alors ils vont aller voir les constructeurs, ils vont commencer à leur tordre le bras. Ils vont leur dire, les mecs, si vous voulez continuer à utiliser nos licences Microsoft, il faut que vous arrêtiez de distribuer Netscape. Boum, ça commence à faire mal. Derrière, bon, ils ont sorti aussi Internet Explorer 1.0, mais ça, tout le monde s'en branle, qu'on se le dise. Ensuite, ils ont sorti Internet Explorer 2.0, et qu'on se le dise, tout le monde s'en branle quand même. Par contre, ils se disent comment est-ce qu'on peut communiquer. Et en fait, en 1996, ils sortent le service pack 2 de Windows 95. Et qu'est-ce qu'ils ont fait cette fois? Ils ont intégré Internet Explorer directement dans l'OS. Cette fois-ci, j'ai plus besoin de me déplacer chez mon fournisseur pour aller acheter une disquette. D'ailleurs, Internet Explorer, à partir de la version 2, ils l'ont fait gratos. Et donc cette fois-ci, ça va être le début de la fin pour Netscape. Et en gros, ils vont perdre des parts de marché à partir de 96. En 98, ils suffoquent parce que le marché de Netscape, son seule source de revenus, c'était les logiciels qu'ils vendaient pour leur suite navigateur. Et puis après, tout leur ingénierie va se casser la gueule, ils seront moins pertinents que Microsoft sur les produits. Croyez-le, à l'époque, Internet Explorer, c'était cool. C'était il y a longtemps. Et en 1998, juste avant de se faire racheter par AOL, ils vont décider, dans un dernier souffle, d'open sourcer toute leur stack. Ces stacks renaîtra 2 ans plus tard sous le nom de la fondation Mozilla. Et le premier nom du premier navigateur de Mozilla s'appellera Phoenix, qui renaît de ses cendres. En bref, finalement, entre les années 70 et les années 90, on a observé l'avènement d'Internet. Cette convergence des réseaux informatiques, du hardware, du software, des langages, ont permis à le web de se préparer. La vraie transition, c'est le jour où Mosaic s'est réveillé et où les entreprises ont compris que ça dépassait le cap juste d'un petit réseau de partage de données scientifiques. Et il y a vu la plus grande plateforme d'échange d'informations et de business au monde. Et grâce à Netscape, et puis plus tard Microsoft, Internet démarre. En 10 ans, on est passé de 100 000 personnes à 368 millions d'ordinateurs connectés. Et c'est ça qu'on appelle l'explosion de l'Internet. Mais alors attends, parce que tu m'as dit un truc, mais en 94, JavaScript ça n'existe pas, PHP ça n'existe pas, J2E ça n'existe pas non plus, donc comment je fais l'HTML moi? C'est le bordel ton truc. Bah ouais, c'est un peu overkill. Bah ça, les gars, c'est pour la prochaine fois. On parlera de l'ère du dynamique web et du rise de JavaScript. Merci à tous. On a quelques minutes pour des questions. Ouais. C'est juste un commentaire pour rester dans le même esprit. Super histoire, bien racontée. Félicitations. Il y a une série qui s'appelle Hat and Catch Fire. Exact. Qui balaye toute cette période. Toute la partie hardware, Hat and Catch Fire, c'est vraiment la course au hardware, etc. Okay, c'est la saison 1. Ensuite, on passe au premier Commodore 64 connecté avec les premiers modems et tout ça. Ensuite, on parle un peu de l'industrie du jeu et surtout on explique de manière romancée évidemment, mais assez accurate, comment les différents réseaux se mettent en place avec des personnages qui font penser à Steve Jobs, Bill Gates, voilà, des figures féminines introduites parce que voilà, aujourd'hui, mais il ne devait pas y en avoir beaucoup. Voilà. Mais c'est vraiment une très 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 belle série. Oui, c'est vrai, c'est assez cool.
Allez, Mathé, j'ai maté que les 2 premières saisons. Mais ton pilote est super aussi. Ah ouais. Il y a d'autres questions?